Hey, salut à tous et bienvenue sur JCN en français. Aujourd'hui avec Max, on va vous faire notre top 5 des innovations les plus sous-estimées. C'est parti! Donc premièrement Alex, tu nous as mis les roulements céramiques. Explique-nous ton point de vue. Ouais, alors que les roulements céramiques, que ce soit la chape avec les galets surdimensionnés, que ce soit uniquement que les galets en céramique, roulement de roue ou boîtier de pédalier, voilà, c'est vraiment les roulements céramiques. Les roulements céramiques, c'est Panoramix qui a fait des roulements. Mais les roulements céramiques, donc, c'est vraiment uniquement dans sa globalité. J'englobe vraiment le roulement en lui-même. Donc, alors, pourquoi sous-estimer? Alors, bien qu'évidemment, l'inconvénient des roulements céramiques, c'est le prix. Quoique aujourd'hui, il y a moyen de trouver des fois dans des quincailleries des petits roulements céramiques pour pas trop cher. Mais voilà, aujourd'hui, on a en France une marque qui s'appelle Cycling Céramique, qui est une marque française et qui est quand même bien moins chère que les 3/4 des marques qui existent au niveau des roulements céramiques. Alors pourquoi les roulements céramiques, je trouve qu'ils sont sous-estimés? Voilà, c'est parce que on n'y pense pas forcément à mettre des roulements céramiques sur nos roues ou dans nos boîtiers de pédalier, etc. Parce que dans l'idée des gens, c'est très très cher. Parce que dans l'idée des gens, c'est très très cher, mais comme je l'ai dit, moi j'ai déjà changé des roulements céramiques pour une quarantaine d'euros dans une quincaillerie, tu vois. J'ai été dans le magasin, j'ai dit bonjour, je voudrais ce roulement là, et il a réussi à me le sortir à la bonne dimension, etc. Donc bon, c'était un peu du bricolage, mais pour le coup, ça a marché. Ouais. Alors pourquoi je trouve ça sous-estimé? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on n'y pense pas. Enfin, comme je l'ai dit, on n'y pense pas. Et puis l'à côté, c'est que ça réduit considérablement la friction de la chaîne. Ça améliore la fluidité au niveau du pédalage. De la transmission en général. Bon, on va pas donner de chiffres aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment vous faire une vidéo là-dessus et je pense que ça peut vraiment être très intéressant et c'est un sujet, je trouve, qui est qui tiraille un peu tout le monde. Il y a des gens qui sont pour le céramique, d'autres non. Il y en a qui sont pour les grandes chapes, d'autres qui sont moins. Mais voilà, aujourd'hui que ce soit vraiment on les a mis à l'image juste avant, la chape avec les gros galets. La chape avec les gros galets, ça c'est plus... les gros galets en fait c'est uniquement pour avoir 1 à 2 dents en dessous et avoir un meilleur alignement de chaîne. C'est pour ça que ça a été créé. Mais voilà, aujourd'hui il existe les petits galets uniquement en céramique qui marchent très très bien. Les galets normaux. Et c'est vrai que pour rebondir là-dessus sur le roulement céramique, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que la céramique ça ne s'oxyde pas. Et quand on roule dans les Landes ou dans le Pays Basque ou voire même dans le Nord où il pleut souvent, c'est vrai que ça peut être un avantage en longévité, sachant ils ont besoin d'un peu plus d'entretien. Les roulements céramiques, pour être vraiment performants, et de deux aussi, je dois dire que je les ai d'origine sur mon Colnago V4 RS. Et de voir le pédalier tourner aussi librement, c'est vrai que ça me donne envie de le mettre sur les autres vélos, même si c'est quand même assez onéreux et qu'en complément, comme on disait sur l'autre vidéo, sur les produits qui étaient surcotés, il faut penser surtout à bien entretenir sa chaîne. Ça c'est la base. Ça, donc la partie aussi du céramique, c'est l'entretien, la partie négative. Il y a beaucoup d'entretien à faire. Tu disais que toi tu l'avais d'origine sur ton Colnago. Moi j'ai d'origine tous les roulements céramiques sur les roues Swisside, donc c'est les roulements Sync de la marque Sync qui sont très très performants et c'est vrai que comparé à une roue qui n'a pas les roulements céramiques, le vélo il avance pas de la même façon et c'est quand même ça devient dans les gains marginaux, ça fait partie des gains marginaux, mais qui sont, je trouve, sous-estimés encore aujourd'hui par le grand public. Bien qu'évidemment, on le répète encore une fois, le prix, c'est pas forcément accessible à tout le monde, ça fait un peu peur, même si aujourd'hui, comme on l'a dit, certaines marques sont là pour faire baisser un peu le prix. Ça doit être pour ça que tu m'as doublé dans le Ventoux, je pense. Exactement. Donc, en deuxième point, donc on a mis le cadre en aluminium. Ouais, le cadre en aluminium, c'est vrai qu'avec les tubes hydroformés depuis au moins 15 ans, ça ne ressemble pas à un cadre en acier, c'est beaucoup plus travaillé, c'est même aérodynamique. Et au niveau du poids entre de l'aluminium, du carbone, du titane et de l'acier, c'est vrai que l'aluminium est quand même très bien placé. Il se rapproche plus du poids d'un cadre en carbone que du poids d'un cadre en acier classique. Le cadre en acier haut de gamme est encore différent. Au niveau du prix, par contre, sur les vélos complets,
Ce sont des vélos qui sont vraiment sur des prix très réduits. Je pense que le manque de notoriété ou de classe de l'aluminium aussi fait baisser le prix comparé à du carbone. Ouais, puis je pense qu'aussi au niveau du prix, c'est une question de matière. L'aluminium coûte quand même moins cher que le carbone. Je pense que c'est ce qui fait le prix. Le prix du carbone s'est envolé, donc aujourd'hui, et la conception en soi, la recherche et le développement d'un cadre en carbone est quand même plus développé. Contrairement à un alu, donc c'est ce qui fait aussi que le cadre augmente de prix aujourd'hui, la recherche aérodynamique, les souffleries qu'il faut payer par les marques, et les moules aussi, des tests. Ah oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui le carbone est très très cher comparé à un alu. Moi j'ai mis que l'alu était sous-estimé. En fait c'est aussi je pense une question de marketing et de choix des marques, de ne pas vouloir vendre plus d'aluminium que ça. Donc je pense que là, c'est une question purement marketing. Comme tu l'as dit, au niveau du poids, on s'approche plus d'un cadre carbone. On a des cadres, par exemple là, je vais noter, donc on a le Canyon Endurance AL qui est équipé en 105 avec des freins hydrauliques. Shimano 105, pas électrique évidemment, mais mécanique. Et 1699 €. Je trouve que c'est un très très bon vélo pour commencer, par exemple. En 12 vitesses en plus. En 12 vitesses, avec déjà des freins à disque. C'est plutôt honnête comme prix pour un vélo qui a des très belles finitions. Et il doit être à moins de 10 kg. Et il doit être à moins de 10 kg largement. Mais quand on pense finition, on repense au Cannondale de la Selco de l'époque avec les soudures polies à la main. Ça c'était très joli. À la main. C'était vraiment dingue. Ah oui, c'est très joli. Après moi j'ai noté aussi en cadre le Specialized Alley. Oui. Qui lui a un petit P aéro. C'est Alley Sprint, que je précise, c'est le Alley Sprint. Donc au niveau du cadre, là c'est le prix du Canyon, mais que le cadre, 1650 €. Les finitions, il y a un peu de soudure, c'est pas très propre. C'est le charme de l'aluminium. Mais c'est le charme de l'aluminium et surtout de ce cadre en particulier. Je trouve que celui-ci, on le remarque grâce à ça. Il existe même en version piste, celui-ci. Oui, exact. Qui est très très bon. Après, il y a aussi d'autres marques qui sont spécialisées dans l'aluminium. On a regardé des très beaux tout à l'heure, on va les mettre à l'écran. Donc pour moi, c'est une marque en plus j'adore. Le style est très très joli et comme j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est vraiment le type de cadre que j'aime. Donc on a la marque Standard. Qui comme on l'a dit juste avant, spécialisée dans l'alu, mais également dans l'acier, et qui font des super vélos, franchement. Le tout rose là de Gravel c'est magnifique. Avec rouleur en plus, c'est vraiment très très beau. Le reste des vélos, et en plus c'est dans les 5-6 000 € pour un vélo complet en SRAM E-Tape. En SRAM Red E-Tape, donc le plus haut de gamme, avec des roues DT Suisse, l'une des paires les plus haut de gamme. Donc ce qui fait que le cadre en soi n'est pas très cher comparé à un cadre alu. Le vélo est quand même sur un prix intéressant. C'est un prix très très intéressant et surtout que les gens qui utilisent le Standard en disent plutôt du bien. Et moi je pense que ce serait un vélo que j'aimerais bien m'acheter en perso. Tu vois. C'est un vélo qui doit être très agréable et performant à rouler et qui aussi permet de se mettre un peu sur le côté des cyclistes qu'on croise en général avec quelque chose de différent, original en fait. Voilà, et moi je trouve que c'est vraiment une marque qui se différencie et qu'on voit nettement plus. Il tape à l'œil ce vélo. Ouais, c'est ça. Après là, le rose évidemment il tape à l'œil, mais c'est. Ouais, moi j'aime bien. Ça me fait penser un peu au Cannondale Super 6 Evo que j'avais à l'époque. Et c'est typiquement le cadre classique en fait. Limite, je vais pas dire des tuyaux de chauffage, mais pas loin quoi. Non, mais c'est ça, mais la pureté des cadres, la simplicité des cadres les rendent jolis et c'est un peu le maître mot de ce genre de marque. C'est ça. Clairement. Donc voilà, le cadre alu, pensez-y. Ensuite, on a le troisième point, les freins à disque. Alors, explique-moi parce que là, j'ai pas compris. Alors, frein à disque, alors moi, évidemment, pour moi, le frein à disque a largement fait ses preuves à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est bien évidemment arrivé, comme bien souvent, par le VTT en premier, puis ensuite ça arrive sur la route. Aujourd'hui, moi, perso, je pourrais ne plus revenir en arrière. Alors, évidemment que le frein à patins marche très très bien, encore à l'heure actuelle, mais le frein à disque aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de... Voilà, il y a beaucoup de monde, alors suite au marketing aussi, attention, mais il y a beaucoup de monde qui passe du fait du prix aujourd'hui qui
aujourd'hui, 3/4 des vélos sont fabriqués en frein à disque et non plus en frein à patin. Donc on a déjà ce changement-là. Ensuite, après, moi, le point numéro 1, c'est la force de freinage et la distance de freinage pour s'arrêter. C'est comme en voiture. Oui. Voilà. C'est, pour moi, en termes de sécurité, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le frein à disque. Alors, dans un peloton, c'est pas la question d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui vont dire « oui, mais dans les pelotons ». Alors oui, à l'époque, on a eu des coureurs qui étaient lacérés au mollet, etc. par des freins à disque. C'est un peu la faute à pas de chance en soi. Oui. C'est vrai que dans un peloton, on est beaucoup, c'est différent. À l'entraînement, voilà, il y a quand même moins ce risque de chute. Mais en tout cas, dans les descentes, moi je préfère largement avoir du frein à disque. Je me sens plus en confiance avec des freins à disque. Le temps de freinage, il est quand même différent. Et puis ça freine par tous les temps. Ça freine par tous les sur temps. toutes les matières. La semaine dernière, je faisais des recherches sur les chambres à air. Et c'est vrai que certaines chambres à air étaient déconseillées avec les freins à patins. Ouais. Parce que ça faisait trop chauffer le cercle. Et du coup, ça risquait de faire chauffer la chambre à air et exploser la chambre à air. Donc c'est vrai que le frein à patin avait de très gros avantages, la simplicité d'utilisation, le poids, Oui. Le poids, c'était au tout début, je pense, du frein à disque, l'avantage du patin. Bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup de coureurs avaient le vélo à patin et le vélo à disque pour les étapes de plat, le vélo à patin pour les étapes de montagne. Mais aujourd'hui, quand on voit que certains vélos font exactement le même poids à disque, c'est plus vraiment un argument d'avoir un patin comparé à un disque. Alors voilà, ça c'est l'un des points au niveau du poids. Ensuite, par contre, moi j'ai noté que une paire de roues à patin, à force de freiner avec, la bande de freinage s'use. Après, on peut boire de la Suze aussi, mais c'est différent. Mais voilà, elle s'use et évidemment, à un moment donné, elle se creuse et la roue arrive à la fin de sa vie. Bien Donc, sûr. soit on en fait une jolie lampe, soit une belle déco, mais voilà, il y a ce problème. Alors que avec une paire de roues à disque, on change le disque, on change les plaquettes, voilà, la roue elle peut rouler. Bon, ça se détruit. N'oublie pas de faire une purge aussi, tu regarderas un tuto mécanique, La purge, c'est en français. La purge. Je les ai fait. Faut pas l'oublier, la purge, il a raison. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté durée de vie de la paire de roues qui est quand même aujourd'hui plus longue sur une paire de roues à disque. Complètement. Une paire de roues à patin. Finalement, il reste plus qu'à convertir les vrais puristes. Ceux qui après, ne veulent pas lâcher leur frein à patin car ils sont habitués depuis 25 ans à rouler avec. Voilà. Ça peut se comprendre, Bien sûr. Puis un vélo à patin, ça reste super beau. Moi j'ai le souvenir d'un Dogma à patin il n'y a pas si longtemps. Dogma, c'était le F8. Il était très très joli. Ou même les Trek Madone avec les. Ah oui, avec les capots qui se avec sur le côté. l'intégration. Ça c'est très très joli. Ensuite, en point numéro 4, on a noté les groupes en mécanique. Voilà, parce que les groupes mécaniques, finalement, ce n'est plus la peine de les jeter en fait. Hein. Avec l'arrivée de l'électrique, tout le monde a dit, mais comme sur chaque nouveauté, maintenant on fait que de l'électrique, maintenant on fait que du 29 pouces, maintenant on fait que du 30 mm de pneus. Mais non, finalement, le groupe mécanique reste un choix qui va rester dans le futur. Oui, mais déjà une question de prix. Aujourd'hui, un groupe mécanique, c'est quand même un prix moins excessif, c'est quand même moins onéreux qu'un groupe électrique. Bien qu'aujourd'hui, il y a des groupes électriques qui sont pas si chers que ça. Par exemple, si tu compares alors, évidemment que la gamme ne se compare pas, mais le fait d'être en électrique est pour moi un supplément. Donc pour un même prix, un Shimano 105 électrique ou un mécanique du race, personnellement je préfère avoir un 105 électrique parce que pour moi le confort de l'électrique aujourd'hui il est quand même supérieur au mécanique. Mais après voilà, c'est une question de préférence, et c'est une question aussi de poids, bien qu'aujourd'hui les groupes c'est plus une question de poids, mais la durée de vie, aujourd'hui une transmission électrique, même si c'est très fiable comparé à il y a 10 ans, parce que le groupe électrique, l'air de rien, c'est déjà vieux, oui. c'est pas tout jeune. Mais une transmission électrique, c'est fiable, mais une transmission mécanique, ça l'est tout autant.
voire plus fiable. C'est même plus fiable. C'est même plus fiable et moi je me souviens, c'était exactement Peter Sagan, quand il était champion du monde à la Tinkoff pour Roubaix ou pour les classiques, il avait un vélo uniquement en mécanique et pour le reste de la saison il était en électrique. Et par exemple Fabien Cancellara, lui, quand il était encore chez Trek, j'étais si fan. mais Fabien, lui, il avait son vélo tout le temps en mécanique et jamais en DI2, alors que le DI2 était là depuis un petit moment. Donc c'est une question de préférence, de fiabilité, et notamment pour toi, Max, au niveau de la fiabilité, sur l'ultra-distance, c'est limite mieux d'être en mécanique. Alors moi je trouve beaucoup d'avantages sur les groupes mécaniques mais à la fois j'ai des inconvénients aussi. Mais le groupe mécanique globalement c'est la facilité de réparation. Les vitesses ne passent plus, le câble est cassé, il suffit qu'on ait un câble dans ses affaires. Ouais. C'est sûr que tout le monde n'a pas de câble, mais dans ses affaires, mais bon, c'est très facile à changer. C'est toujours plus pratique d'avoir un câble qu'une batterie de DI2, qu'un câble de DI2, qu'un chargeur de DI2. Voilà. Non, et puis c'est surtout que potentiellement des câbles de dérailleur, vous en avez au supermarché. Oui. Donc ça permet de réparer facilement. Sur une course d'ultra distance, on arrive sur un autre problème. SRAM propose des batteries qui sont très légères, qui tiennent 1000 km. 1100, entre 800 et 1100 suivant votre nombre de passages de vitesse. Moi, je fais 500 sur une course de 1500 km, tu es obligé d'avoir 2 batteries. Sur une course de plus de 2000 km en Shimano, tu es obligé de le recharger. Dans ce cas-là, prendre un câble de 1 mètre dans ta sacoche. C'est vrai que ça, ce sont des problèmes potentiels qui peuvent te gâcher la vie. Tu pars faire une sortie, tu n'as pas chargé, hop, le câble sera plus fiable. Une fois, j'avais oublié la batterie ici. Et du coup, je suis venu heureusement. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir, de pas voir que le vélo était déchargé et de faire 3 km et revenir à la maison. Ouais. Quoi. Charger une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure et repartir faire une sortie. Quoi. Et la durée de vie d'un dérailleur électrique, sur 10 ans, 20 ans, elle va être de combien d'années? Ça reste des problèmes qui sont inhérents à l'électrique et qu'il faut prendre en compte. Là, à l'heure actuelle, j'ai un groupe écart sur mon vélo de gravel. Qui est en mécanique. En mécanique, en 13 vitesses. Je sais que si je pars sur soit une sortie bikepacking sur plusieurs jours ou même sur une compétition, je n'aurai pas de problème au niveau du passage de vitesse. Non, voilà. Déjà ça c'est sûr. C'est ça. Sauf s'il se dérègle. Mais bon, là, sauf s'il se dérègle, dans ce cas-là, je pourrais le régler, je pourrais retendre le câble. Voilà, ça fait partie des choses qui font que d'avoir un groupe mécanique à l'heure actuelle, c'est peut-être la pièce qui va vous faire économiser un peu d'argent et avoir un vélo qui sera tout aussi bien. Puis auquel aujourd'hui on ne pense pas forcément. Voilà. C'est un peu sous-estimé. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le principe de cette vidéo. Ensuite, en dernier point, on a le tubeless. Alors, petit point historique sur le tubeless. Le tubeless a été créé pour les voitures, déjà, en 1929, donc ça remonte à... il y a bien des lurettes, donc par l'ingénieur néo-zélandais, alors là j'ai noté son nom, Edward Breese Kylen. Voilà, donc j'ai pas retrouvé de photo de lui, parce qu'en 1929, Nikon n'existait pas encore. Pourtant il faisait déjà des photos. Fujifilm non plus, mais j'ai déjà des photos. Mais voilà, j'ai pas retrouvé de photo de lui malheureusement. Donc il a déposé un brevet du pneu sans chambre à air, baptisé tubeless. Sur le vélo, cette innovation elle arrivera en 1999 par le biais du VTT, avec notamment la marque Mavic. Oui. Et ça arrivera malheureusement non, c'est juste que c'était pas assez avancé. L'apparition du tubeless sur la route ne se fera qu'en 2006, mais bon, à l'époque ça n'aura pas connu le même succès qu'à l'heure actuelle. Donc ça c'était pour le petit point historique. Alors après que ce soit aujourd'hui sur du gravel, de la route ou du VTT, le tubeless est présent et bien plus que présent, et aujourd'hui les marques n'essayent de nous vendre que ça. Oui. Alors Max, pourquoi on sous-estime de trop le tubeless? Pour certains. Alors le tubeless, moi je pense que ça a d'énormes avantages et quelques inconvénients. D'ailleurs, je vais prévu une vidéo sur les inconvénients dans les prochains jours. Mais dans les avantages, c'est que clairement,
Le pneu avec le préventif à l'intérieur va nous éviter de crever facilement sur des petites épines, sur des petits objets coupants que vous allez trouver sur la route quoi, ou sur le chemin. Ça on le voit facilement. Plusieurs fois moi j'ai démonté mes pneus qui étaient en tubeless. Je les ai mis sur un autre vélo avec des chambres à air. Oh bah, la chambre à air a fait 1 seconde. En fait le pneu était rempli d'épines, donc ça fait tout un tas de crevaisons évitées de par la façon dont est fabriqué le pneu avec le préventif à l'intérieur. Deuxièmement aussi, on ne va pas pincer la chambre à air parce qu'il n'y a pas de chambre à air forcément, donc vous pouvez rouler avec une pression moindre, notamment en gravel, avoir un maximum de confort, d'adhérence, tout en n'ayant aucun risque de crevaison. Donc ça c'est vraiment des avantages. Bon, puis aujourd'hui toutes les roues sont en tubeless ready. Beaucoup, on peut dans tous les cas mettre un flap à l'intérieur avec une valve. Mais techniquement aujourd'hui beaucoup de constructeurs font en sorte que les roues soient compatibles tubeless. Alors certains, moi il y a 2 ans, j'étais très le boyau en course. Je jouais que par du boyau parce que voilà, le pneu pour moi était uniquement fait pour l'entraînement. Le boyau je le trouvais plus confortable, plus rapide. Le seul problème du boyau c'est qu'il faut le décoller, il faut le recoller, il faut en coller. Voilà, c'est tout un processus hyper chiant. Pour une réparation de crevaison, le boyau? Ah non, mais en course tu démontes la roue, tu changes de vélo, hein, tu vas bien plus vite. Mais c'est vrai que il y a... C'était quand déjà? L'année dernière? Non, il y a 2 ans quand j'ai fait Paris-Roubaix, j'avais essayé les boyaux et j'avais voulu rester en boyau. Et au final, finalement, j'avais changé au dernier moment parce que les sections de boyaux qu'on avait chez UAE, c'était pas assez large. Et je préférais avoir 32 sur du Pirelli que 28 sur du boyau. Ce qui était en soi compréhensible. Mais j'ai essayé à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le boyau, faut peut-être le changer maintenant, faut peut-être passer à du tubeless. Et c'est à partir de Paris-Roubaix que j'ai commencé à rouler plus en tubeless après. Mais quoique j'ai bien remis après des boyaux. Mais bon, ouais, j'ai bien aimé. Le tubeless aujourd'hui, c'est vraiment un avantage en soi. Bien sûr. Alors, oui, il y a le fait de, comme tu as dit, il faut tout le temps. Quand on crève, il y a le préventif qui sort. Quand on veut changer le pneu, il faut le laver. Ça, c'est chiant. Alors qu'une chambre à air, on enlève le pneu. C'est facile. Mais voilà, le tubeless, c'est quand même ce gros avantage. Quand on perce, on ne sait pas vraiment, on sent que ça s'est dégonflé un petit peu. Ça se répare tout seul. Mais ça se répare tout seul, c'est quand même sacrément pratique. Si tu as crevé, tu remets un petit coup de bonbonne ou un petit coup de pompe. Voilà, il n'y a pas besoin de rechanger. Le seul inconvénient aussi, c'est que au niveau du prix, le pneu en lui-même, ça coûte pas si cher. Il n'y a plus énormément d'écart. Plus d'écart. Le seul truc chiant, c'est que si on veut des bonnes valves, là ça coûte un chouïa petit cher. Voilà, c'est pour des valves mettre 30 € ou 40 € dans des valves Muc-Off. Bon, ça commence à faire un billet pour des valves quoi. Je suis d'accord. T'en mets une paille. C'est ça. Donc voilà les amis, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Évidemment certains ne seront pas tout à fait d'accord, certains seront avec nous, contre nous, mais dites-le en commentaire. On a envie de savoir, vous, votre top 5 des innovations sous-estimées à votre œil, à votre bon vouloir. Exactement. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, comme je viens de le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça c'est toujours important. On va d'ailleurs faire une petite vidéo, je pense, bientôt pour quand les 150 000 abonnés seront avec nous. Et puis on va essayer de préparer un truc assez cool pour ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite sur JCN en français pour de prochaines vidéos. Bye bye.